une nouvelle arme qui peut-être pourrait les aider dans cette ambition. On va voir l'image. C'est un drone d'un nouveau genre, construit 100% Ukraine. Et c'est vrai que quand on se souvient des tout premiers drones navals et qu'on voit ce qui ressemble vraiment à quelque chose de très sophistiqué, on se dit mais quel chemin parcouru. Mais pourquoi faire? Jade, vous nous rejoignez. C'est un drone dont on a eu des premières images donc hier, tout à fait spectaculaire, qui ressemble vraiment à une torpille. Bon, alors des marins sont assis à Califourchon, ça nous rappelle, pour ceux qui ont connu qui ont vu le film de Kubrick, un peu Docteur Folamour, mais c'est très sérieux en réalité. De quelle arme s'agit-il? Oui, effectivement, c'est ce drone qui est visiblement le nouveau joyau des forces ukrainiennes, qui a été dévoilé hier. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est le premier test grandeur nature de ce drone. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans un exercice militaire. Ce drone a été conçu par des ingénieurs, des informaticiens, des militaires. Ils sont tous bénévoles et tous ukrainiens. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est un pur produit conçu par l'Ukraine grâce uniquement à des dons de citoyens ukrainiens, comme vous le voyez sur ce site, qui présente le Marichka, parce que c'est son nom, comme un drone conçu pour attaquer les navires de guerre, les bateaux plus rapides, les sous-marins, mais aussi les fortifications côtières et les supports de pont. Sa taille, 6 mètres de long sur 1 mètre de large, sans pilote donc bien sûr, capable de porter jusqu'à 6 charges explosives de TNT, et avec, c'est peut-être ça le plus important d'ailleurs, une portée de 1000 km. C'est-à-dire que rapporté sur le terrain, vous lancez ce drone par exemple d'Odessa, et bien vous atteignez sans grande difficulté toutes les côtes russes en mer Noire, valeur estimée 410 000 € l'unité. Alors, il représente un atout important. Effectivement, incontestablement, si on s'en tient... Je pensais que vous n'aviez pas terminé. Si on s'en tient en fait à la description sur le site, effectivement, c'est une évidence. D'abord, il y a cette vidéo de présentation qui est intéressante. On y voit quoi? Le drone se dirigeait vers un des piliers de ce pont, qui pourrait très bien être le pont de Kerch, hein, bien sûr. Ce qui signifie que ce drone a donc la capacité de détruire n'importe quel bâtiment. Ça, c'est un. Et puis deux, le drone a aussi une capacité d'enregistrement de conversations maritimes entre sous-marins, par exemple. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que ce drone a la capacité de parcourir effectivement 1000 km? A priori, oui, seulement si les coordonnées GPS sont entrés en amont dans le système de navigation, ce qui implique qu'une fois que ces coordonnées GPS sont inscrites, le drone peut effectivement se guider seul sous l'eau, parce qu'en fait, le téléguidage à une si longue distance est quasiment impossible, parce que vous avez l'eau en fait qui brouille totalement les émetteurs, raison pour laquelle on voit souvent ce genre de vidéos-là, de drones sous-marins efficaces, hein, mais qui restent en surface. Ce drone Marichka vient donc muscler l'arsenal militaire ukrainien. Il n'est pas obligé d'aller vite, ce qui fait qu'il est extrêmement silencieux et quasiment indétectable. Et le fait qu'il soit totalement immergé, eh bien, fait aussi qu'il échappe totalement au système de reconnaissance russe. C'est passionnant. Vraiment, beaucoup d'informations. En fait, Général, c'est un sous-marin téléguidé. On peut considérer que c'est un sous-marin téléguidé, une torpille intelligente. C'est comme les drones en général, si vous voulez. Bon, il se trouve, sans être trop long, que l'OTAN possède son dernier centre de recherche, d'ailleurs, qui appartient vraiment à l'OTAN, en Italie, à la Spezia, travaille sur ces sujets-là. Et il se trouve qu'il était sous mon commandement à l'époque. Et moi, j'ai été frappé, vraiment, sans rentrer dans les détails, du potentiel de ces drones sous-marins. Et je pense que ça, sans employer des grands mots, ça va révolutionner la guerre sous-marine. Et ça, c'en est un exemple. Alors, ce qui est intéressant, peut-être que le drone lui-même, il reste à un coût abordable. Alors, il faut mesurer tout ça. Forcément, il y a des techniques à maîtriser, mais avec la miniaturisation, on sait maintenant embarquer des systèmes qui permettent une navigation de précision. Vraisemblablement, il faut qu'à un moment donné, quand même, le drone fasse surface pour acquérir un certain nombre d'informations et replonge. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Attendez, redites-moi ça. Si vous voulez, par exemple, le GPS, il faut le recadrer. Le GPS, c'est un signal satellitaire qui ne se transmet pas forcément... Dans les fonds. Sous l'eau. Enfin, ça dépend de la profondeur. Donc, globalement, aujourd'hui, on pense que ces drones sont quand même obligés à un moment ou à un autre, comme un sous-marin d'ailleurs, de refaire surface. Mais avec des technologies de navigation par inertie et autres, il y aura de plus en plus
d'autonomie. Ces drones sont dotés de plus en plus d'autonomie. Ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des missiles aériens comme le Storm Shadow, le Scalp, qui reconnaissent leur cible au moment où ils vont la frapper, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire sur des sous-marins avec une sorte d'intelligence plus ou moins artificielle embarquée, une grosse capacité de mémoire. Ils vont mémoriser les cibles et ils vont être capables de les choisir. Ça, c'est déjà en cours. Et ce que montrent les Ukrainiens, je suis un peu surpris quand même qu'ils donnent autant de détails sur un outil comme ça. Oui. Bon, c'est un peu de la publicité. Et je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire, mais je ne sais pas. Là, je ne comprends pas trop cette campagne. Parce que ça, normalement, il ne faut pas montrer ces choses-là, quoi. Ah oui. Je pense... Et là, ils en sont très fiers. Mais il y a cette fierté, effectivement. Mais par exemple, vous disiez que l'OTAN travaille sur des armements analogues. Est-ce que les Ukrainiens sont en avance? Est-ce qu'ils ont acquis en une avance telle parce expertise? que, si vous voulez, eux, ils ont, je vais être un peu sévère, mais par la force des choses, ils ont fait leur mutation. Si vous voulez, quand il y a un changement profond, et là, il faut l'avouer, quand il y a un changement profond dans les moyens de faire la guerre d'une manière ou d'une autre, c'est pas toujours facile de changer les états d'esprit. Et ça, c'était un peu mon travail à la tête de la transformation de l'OTAN, c'est de dire, attendez, on va pas refaire, et on revient au sujet de tout à l'heure, on va pas refaire ce qu'on a fait par le passé. Attention, on est dans le cadre d'innovations majeures qui sont en train de bouleverser un peu toutes nos doctrines. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça constitue comme menace pour la Russie, cet engin-là? Ça peut être, ça a été dit, ça peut être contre ces sous-marins, contre des bâtiments. À partir du moment où on réduit, on la réduira pas à zéro, mais la capacité de détection de ce genre d'outils, il peut être n'importe où, il peut être partout. Même s'il ne va pas à 1000 km, il suffit qu'il en fasse la moitié. Et puis, si vous en avez plusieurs, c'est le nombre aussi. Si ça coûte pas cher, vous jouez sur le nombre. Normalement, au départ, l'idée du drone, c'est que ce sont des outils qui coûtent pas cher, qui sont soit réutilisables, soit qu'on peut changer facilement. Et c'est réutilisable? Éventuellement, enfin, ça dépend de des missions, du drone en général. Pour moi, le drone kamikaze, il ne revient pas de sa mission. Le drone kamikaze, il ne décide pas lui-même d'aller. C'est comme les missiles, ça. Mais le drone, il peut très bien faire, on l'a dit tout à l'heure, de l'écoute, et puis revenir, ramener aussi des informations précieuses, avant même, ou des photos, des scannings, des choses comme ça, avant même d'attaquer les cibles. Il faut d'abord savoir. Donc, c'est aussi du renseignement, si vous voulez. Avant de tous vous entendre sur cette révolution, encore une question. Donc, on a vu le petit clip publicitaire, comme vous disiez, et avec cette simulation de faire tomber un pilier du pont de Kerch. Il y a 700 km, je crois, entre Odessa et le pont de Kerch. De fait, ce pourrait être une mission... Oui, tout à fait. Et évidemment, les Russes qui sont attentifs à tout ça doivent commencer sérieusement à s'inquiéter et à renforcer, avec les moyens qu'ils ont, des filets, des choses comme ça. Enfin, il peut y avoir des filets. Installer des filets sous-marins. Ça, c'est déjà vrai contre les sous-marins, donc a fortiori contre les drones. Des filets anti-drones, oui. Des filets on verra tout à l'heure qu'il y en a sur Terre, des filets anti-drones. Mais effectivement, mettre des filets comme on fait pour les sous-marins, pour empêcher leur... c'est le glaive et le bouclier. On est toujours dans cette bataille de l'offensive contre la protection et le défensif. Vous vous étonniez du fait qu'ils donnent toutes ces informations. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi ils ne les gardent pas secrètes pour eux, par devers eux? J'allais dire, reste une question. Pourquoi est-ce qu'ils montrent ce prototype? En réalité, aujourd'hui... Ils ne montrent pas grand-chose quand même. Plutôt que d'attendre l'exercice réel, c'est-à-dire une performance où ce drone ou cette torpille aurait atteint, par exemple, une pile du pont de Kerch ou autre chose. Alors, c'est assez curieux parce que, effectivement, il donne tellement de détails techniques que ça va servir aux Russes, manifestement, pour se protéger, comme vous venez de le dire. Moi, je pense que c'est sans doute pour booster le moral ukrainien, bien sûr, pour dire on a une capacité. C'est deuxièmement pour signaler aux Occidentaux que l'industrie de guerre ukrainienne est en train de se muscler, est en train de se mettre en place, que peut-être les Occidentaux pourraient investir, puisque la guerre va durer longtemps, dans l'industrie de l'armement ukrainienne, même si on se crée des concurrents en faisant cela. Et puis, enfin, que l'argent qui est donné au budget ukrainien n'est pas perdu.
Alors pour l'instant, ils en ont besoin, donc ils ne vont pas les vendre. Mais un jour, ils seront peut-être si la guerre les est longue, premiers exportateurs de drones allemands. Il faut qu'il y ait une industrie ukrainienne de l'armement. Oui, Et c'est pour faire peur aux Russes aussi, quand même. c'est aussi une réplique à la propagande russe du même tonneau qui met en valeur des missiles supersoniques, voire hypersoniques, y compris sous-marins d'ailleurs, qui vont à 2 fois la vitesse du son sous l'eau, mais qui sont, à l'heure actuelle, autant que l'on sache, au stade opérationnel non existants, qui sont des espèces de prototypes. Donc l'Ukraine, quelque part, réplique à la Russie en disant « vous diffusez des choses qui font soi-disant peur au monde entier, mais nous, on peut vous envoyer ça ». Et enfin, dernier point, l'avantage de ce type de drone que je vois, si je me place d'un point de vue ukrainien, c'est que ça ne tape pas forcément que des navires. Ça peut aller frapper à l'intérieur d'un port, comme la carte l'a montré tout à l'heure, sur le territoire de la Russie, non pas seulement... Alors attendez, où par exemple, regardez la quel carte, type d'opération? dans le sud de la Russie, sur la côte de la mer Noire, c'est, vu la distance qui est légèrement inférieure à 1000 km, ces drones pourraient aller frapper dans les ports de la marine russe, mais aussi d'autres types d'installations pétrolières ou autres, et provoquer des répliques. Je pense à cela quand j'imagine à quel point les Ukrainiens souffrent des frappes russes sur les silos à grains dans la région d'Odessa, par exemple. Ça leur a porté un préjudice très lourd et ça continue. Les Russes frappent de cette manière-là. Donc les Ukrainiens pourraient renvoyer la monnaie de leurs pièces aux Russes en disant, voilà, il n'y a pas qu'un usage militaire. On peut aussi, avec ça, frapper des zones de votre territoire national et d'où l'intérêt, pour essayer de répondre à votre question, pourquoi montrer tout cela? Eh bien, justement, pour diffuser tous ces messages-là contre les Russes. Il reste 6 sous-marins à la Russie, sauf erreur. C'est un nouvel épisode de guerre psychologique, en réalité. Parce qu'on voit bien que on a des informations selon lesquelles la flotte, une partie de la flotte qui était à Sébastopol, en effet, est en train de doucement repartir vers les côtes russes. Donc dire, mais on pourra aller vous poursuivre jusque là-bas, jusqu'à Novorossiysk. On pourra y aller avec ce matériel-là. C'est vraiment un message qui est envoyé à la Russie. Message aussi, évidemment, sur le pont de Kerch. On a vu des images récemment d'espèces de berges, images satellites installées pour essayer de protéger le pont de Kerch. On voit bien qu'il y a une fébrilité, une inquiétude qui grandit du côté russe, que ce pont de Kerch soit à nouveau visé. Et évidemment, là, les Ukrainiens envoient le message que tout ça est bien possible. C'est possible. Et dans cette volonté d'essayer d'assiéger la Crimée, à la fois par cette contre-offensive qui va dans le sud, mais aussi en coupant ce pont de Kerch, évidemment, ce matériel-là serait évidemment extrêmement intéressant pour les Ukrainiens. Vous voulez dire un mot? Oui, d'abord, je vous confirme effectivement qu'il reste 6 sous-marins aux Russes qui sont répartis entre le port de Sébastopol et le port de Novorossiysk. Oui, il faut prendre son élan. Effectivement. Et deuxièmement, question que je me pose, est-ce que si aujourd'hui on est en phase de test grandeur nature, ça veut dire que ce genre de drone-là, on imagine dans les forces ukrainiennes dans combien de temps à peu près? Eux, ils vont très vite. C'est ça leur force, c'est qu'ils ne perdent pas de temps trop en expérimentation ou autre. Ils expérimentent pour de bon et ils surprennent. Mais sur l'industrie ukrainienne, c'est passionnant parce que le changement de ministre et l'activisme d'un certain nombre de ministres qui, justement, sont les ministres du changement, en particulier le ministre de la transformation numérique, sont en train de démontrer que l'Ukraine affiche cette volonté, qu'elle se donne les moyens, avec d'ailleurs le soutien de certains gros industriels comme Rheinmetall, pour ne pas le citer, et quelques autres, voire MBDA, de monter de remonter, parce qu'ils possédaient une industrie d'armement, de remonter une véritable industrie d'armement. Donc eux aussi, quelque part, ils essayent de se situer dans le long terme. Il faut savoir la Russie n'a pas du tout ce type de matériel, Quand même, elle doit s'en inspirer. Ils ont des savants, il faudrait pas négliger le savoir russe. Donc, mais ils sont sans doute pas cette capacité d'innovation et de mise en œuvre aussi rapide que ce que font les Ukrainiens aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, je reviens là-dessus, la guerre des céréales. Ces missiles sont capables de frapper des cargos russes, car les Russes exportent à tour de bourrade du blé
depuis qu'ils ont empêché les Ukrainiens de le faire. Ils se sont emparés du marché, tout le monde le sait. Donc il y a une dimension multiple dans ces drones. Elle n'est pas seulement militaire, elle est très large.